Grain sur Bilinguisme, Mythen, Vorteile, Herausforderungen. Sprache ist Identität, Sprachen sind Identitäten. Das Respektieren von Identitäten ist die Voraussetzung für ein friedvolles Gestalten von kulturellen und physischen Lebensräumen. Je pense que ce respect pour les identités est une base nécessaire pour façonner et vivre ensemble dans les espaces culturels et dans les espaces géographiques et physiques. Le respect est basé sur ein Minimum de Kapazität de Kommunikation und Verständigung ist eben auf Sprache angewiesen. Mais avant, parce qu'on a invité aussi un économiste, avant de parler des coûts que cette communication engendre à travers des barrières linguistiques ou en allant sur des ponts linguistiques, il faut aussi se poser la question de la valeur. Et je pense que là, on va avoir une inspiration aussi dans la conférence de M. François Grain. Il a étudié les sciences économiques à l'Université de Genève et a enseigné dans plusieurs universités à l'étranger, notamment à Montréal et à Seattle. Il est professeur et directeur de l'Observatoire Économie, Langue, Formation à l'Université de Genève et se consacre depuis des années aux questions liées au multilinguisme. Dans le cadre de ses activités de recherche, il s'intéresse aux politiques linguistiques en Suisse et dans l'Union européenne et à leurs répercussions économiques. Donc, je n'aimerais pas faire plus longtemps parce qu'on est un tout petit peu sur un time schedule qui est un peu tight parce que M. Grain a l'obligation de nous quitter vers 6h30 et le verre d'amitié est quand même impératif. Alors, merci d'être avec nous ce soir, M. Grain. The floor is yours. Merci. Alors, avant toute chose, also ich möchte mich vor allem für diese Einladung bedanken. Ich bin sehr froh, wieder in Freiburg zu sein. Und ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich ganz offensichtlich einen Fehler gemacht habe. Es handelt sich nicht um die HEP, sondern HEIA. Ich bin völlig schuld. Entschuldigung. Also, veuillez lire ceci comme HEIA et pas comme HEP. Et j'espère ne pas commettre d'autres erreurs dans la suite de ma présentation. Le contenu de la présentation avait été un peu discuté avec Madame Grossman il y a plusieurs semaines déjà, et je l'avais orienté un peu plus sur la nature du bilinguisme, l'efficacité de l'enseignement bilingue, mais ça ne nous empêche pas d'aboutir à la fin à la question de la valeur du bilinguisme et d'insister davantage là-dessus dans la séance de questions-réponses que j'aimerais ménager à la fin de ma présentation. Alors j'avais prévu, also ich hatte vorgesehen, das alles auf Französisch zu machen. Das ist alles auf Französisch verfasst, aber natürlich kann ich gerne Fragen auf Deutsch nach dem Vortrag entgegennehmen. Ne? Mais je continue quand même en français. Alors, voilà le plan et les thèmes que j'aimerais aborder ce soir. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par bilinguisme? Déjà, le concept, il n'est pas clair du tout. Ensuite, comment est-ce qu'on le mesure non plus? Je vais parler de quelques données disponibles en Suisse, soit les collectes régulières d'informations, soit les enquêtes uniques, one-off peut-être pour parler français. Ensuite, je vais vous parler plus précisément des résultats d'une enquête, Suisse Société Multiculturelle, qui est basée sur la notion des compétences déclarées et l'atteinte de certains objectifs. Je vais ensuite, en partant de la même enquête et des mêmes données, je vais parler de la contribution spécifique de l'enseignement bilingue. Et vous allez voir que l'enseignement bilingue... Et cette partie-là, c'est inédit. C'est des données que je n'avais pas encore exploitées. Et puis, on va terminer sur la question de la valeur du plurilinguisme avec brièvement parler des types d'avantages, du lien entre compétences, pratiques et gains. Et ça, c'est un peu succinct, mais je pourrais volontiers y passer un peu plus de temps à la fin de la présentation. Alors, d'abord, bilinguisme. Puisqu'on entend souvent parler de bi, de pluri, de multi.
Petit à petit, la terminologie est en train de se stabiliser. Elle se stabilise du reste pas de la même manière dans différentes langues. Alors en français, on parle traditionnellement de plurilinguisme, en anglais de multilingualism. Mais dans la terminologie qui tend à s'imposer, il y a au fond dédoublement des termes dans les deux langues, un petit peu grâce au Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, qui a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur un CECR, cadre européen commun de référence pour les langues, c'est là où il y a les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, sur lesquels on va revenir. Le Conseil de l'Europe est en train de populariser, à mon avis avec raison, une distinction qui fait qu'en français, on peut parler de pluri- et de multilinguisme, mais en gardant le terme plurilinguisme pour parler des personnes et de multilinguisme pour parler des sociétés. Et symétriquement en anglais, qui n'avait que le terme multilingualism, le terme plurilingualism est aussi en train de se diffuser avec la même distinction. Multilingualism pour les sociétés où l'on utilise plusieurs langues, et plurilingualism pour les attributs linguistiques ou les répertoires linguistiques des personnes. Et puis alors le bilinguisme, par contre, ça reste un petit peu entre les deux parce que ça peut se rapporter aux personnes ou aux sociétés, d'où un besoin excusez-moi, il manque un S là, pardonnez-moi, désambiguisation. Et le bilinguisme serait là-dedans un cas particulier de pluri- ou de multilinguisme, ou simplement n égale 2, en comptant la langue 1. Alors, le mot bilinguisme lui-même, on va peut-être le critiquer, parce qu'il pose au moins autant de problèmes qu'il en résout. Alors, on va travailler plutôt sur les individus aujourd'hui, même sur des groupes d'individus, ça ne veut pas dire qu'on va parler sur une personne. On va parler de la situation de personnes de groupes de personnes, donc il faudra quand même être dans le collectif, mais tout en s'intéressant au profil des personnes elles-mêmes, pas à la société. On va s'intéresser plutôt aux personnes bilingues là-dedans. Alors, qui est bilingue ? Si on s'intéresse aux individus ou à la société, ça ne va pas être la même chose. Si c'est les individus, est-ce que c'est tous les individus, plus ou moins au même niveau de compétence dans les deux langues, ou est-ce que ça concerne certains individus seulement, ce qui est fréquemment le cas pour les locuteurs de langues régionales et minoritaires. En général, alors j'étais récemment, avec le Covid, on voyage beaucoup moins, mais il y a des voyages que je continue à faire, notamment dans les franges celtiques du nord-ouest de l'Europe. Et donc, je suis allé un peu plus ces temps-ci en Écosse, où les locuteurs du gaélique d'Écosse, eux, ils sont bilingues. Les anglophones ne le sont pas. Alors, est-ce que c'est un cas de bilinguisme ? On va parler de bilinguisme dans ce cas-là en disant, ben oui, on va s'intéresser à certains types d'individus qui nécessairement appartiennent à certaines communautés ou pas. Si c'est la société, est-ce qu'on s'intéresse au bilinguisme en termes de langues officielles ou plutôt en termes de pratiques effectives? Et si oui, ces pratiques effectives, dans quelle sphère est-ce qu'on va les constater, les observer? Et on fait en général une distinction entre trois sphères, la sphère étatique, la sphère publique, la sphère privée, ce qui est un concept différent du secteur public, secteur privé, parce que vous avez des cas qui sont vraiment importants pour tout ce qui est diversité des langues. Il y a des choses qui sont dans la sphère publique, mais qui ne font pas partie du secteur public. Par exemple, la publicité. La publicité par des entreprises du secteur privé. Mais c'est quand même visible dans la sphère publique, ou si vous préférez, l'espace public. Alors, on va travailler, comme je vous le disais, plutôt sur le bilinguisme individuel. Et à ce moment-là, qui est bilingue? Commençons simplement. C'est une personne dont le répertoire linguistique comporte au moins deux langues, à savoir L1, L2. Alors, c'est des... je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici... Parmi vous, mais merci d'être là déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient de l'horizon sciences du langage sociolinguistique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un bon quart, on va dire, ouais, à peu près. Et vous savez donc que dans la spécialité linguistique appliquée et sociolinguistique, les termes L1, L2 sont des termes qui sont souvent l'objet de pas mal de débats, ce que l'on ne soupçonne pas forcément dans d'autres disciplines.
Ce n'est pas des choses toutes simples, L1, L2, et il peut y avoir des divergences d'opinion qui peuvent être très, très, très âpres, très acrimonieuses autour de qu'est-ce que ça veut dire la L1, qu'est-ce que ça veut dire la L2, etc., etc. Et il y a même certains chercheurs en sciences du langage, en sociolinguistique ou en linguistique appliquée, qui estiment que les langues n'existent pas et qu'il ne faudrait pas parler de bilinguisme dans une langue 1, une langue 2, une langue 3, une langue 4, etc., mais qu'il faut passer par-dessus ces divisions-là. C'est une vision qui est très spécifique à certains courants de la sociolinguistique, mais elle existe. Et c'est compte tenu de tout cela que je pense que ça vaut la peine de passer un petit moment pour clarifier quelques-uns de nos concepts. Quand on dit L1, notamment en Suisse, parce qu'en France déjà la terminologie est différente, ça veut dire en général la langue principale ou la langue maternelle. Ça peut être la langue maternelle au sens des recensements canadiens, qui sont un petit peu la Rolls-Royce des recensements sur le plan international, c'est-à-dire la première langue apprise pendant l'enfance et encore comprise au moment de la prise d'information. Mais naturellement, rien n'interdit qu'une personne mette 2 langues sur un pied d'égalité et que ce rang soit interchangeable, soit en termes de niveau de compétence, des gens qui sont aussi à l'aise dans une langue, dans une deuxième langue. Donc, laquelle est la première, laquelle est la deuxième, limite, on ne sait pas, c'est même pas forcément très important. Ça peut être aussi difficile à classer en termes de fréquence relative dans les activités langagières, dans les pratiques au quotidien. Ou bien ça peut être difficile de dire telle langue est ma première langue, telle langue est ma deuxième langue, en termes de composantes linguistiques ou facettes linguistiques de la personnalité, ce qu'on appelle quelquefois l'identité qui a été évoquée par M. Ebischer dans son introduction. Et dans la plupart des enquêtes, néanmoins, la grande majorité des répondants n'a pas de difficulté à dire « j'ai une L1 et je sais laquelle c'est ». Et puis à côté, je peux avoir une L2 que je parle très très bien, que j'utilise quotidiennement, etc. Mais la plupart des gens n'ont pas de difficulté à dire ça. Dans toutes les enquêtes que j'ai faites en Suisse, en gros, on va dire 97-98% des gens n'ont pas de difficulté à dire « j'ai une première langue, j'ai une deuxième langue », même s'ils sont totalement à l'aise avec leur deuxième langue. Alors il y a des gens pour lesquels, franchement, ils n'arrivent pas à dire, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème, parce que là, on n'a aucun doute, on n'a aucune difficulté à les catégoriser comme bilingues. Par contre, pour d'autres personnes, la notion de bilinguisme va exiger qu'on la creuse un petit peu plus. Soit dit en passant, le bilinguisme n'exclut absolument pas l'existence de langues supplémentaires dans le répertoire, langue 3, langue 4, etc. Mais si on s'intéresse au bilinguisme, des fois c'est important, des fois c'est pas important. Des fois on s'intéresse à toutes les langues du répertoire d'une personne pour voir un peu la biographie, le profil, le répertoire de quelqu'un. Alors là, oui, on pourra dire, bah non, il n'est pas bilingue, il est trilingue, elle est quadrilingue. Et à ce moment-là, effectivement, ça vaut la peine d'identifier L3, L4. Des fois, on va s'intéresser à une autre question, et on va s'intéresser dans un groupe à la présence de 2 langues spécifiques, A et B. Et à ce moment-là, on s'intéresse uniquement à savoir si dans ce groupe, parmi vous par exemple, ou bien parmi les habitants de la commune, la ville de Fribourg, qui est bilingue dans les langues A et B. On va s'intéresser uniquement à ça, sans nécessairement s'intéresser aux langues C, D, E, F, etc. Alors, bilingue, maintenant on va passer aux choses un peu plus difficiles, ça peut être ça peut vouloir dire des choses très très différentes. Et du reste, c'est intéressant de poser la question, pour ceux qui enseignent, poser la question à vos étudiants et demandez-leur, pour toi ça veut dire quoi être bilingue? Alors moi je pose la question à mes étudiants qui sont en grande majorité, puisque ma chaire d'économie est rattachée à la faculté de traduction. Je pose régulièrement la question à mes étudiants en traduction et je leur demande, pour vous ça veut dire quoi être bilingue? Et là, j'ai des réponses qui sont assez typées, mais on peut avoir des réponses typées dans un autre sens. Parce qu'il y a 2 pôles assez extrêmes qu'on peut appeler en faisant référence à des auteurs connus, Bloomfield et McNamara. Bloomfield, lui, dit un bilingue, c'est quelqu'un qui a dans 2 langues des compétences de niveau natif. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que c'est quoi des compétences de niveau natif? Le niveau natif, ça peut vouloir dire des choses très très différentes, notamment à l'écrit, selon le parcours individuel de la personne, non? Selon les études que cette personne a faites. Donc déjà, le niveau natif, difficile de dire ce que ça veut dire. Il y a
un raccourci, un shortcut auquel j'arrive tout de suite. Mais en tout cas, en tout état de cause, c'est une définition très exigeante. Tellement exigeante qu'il y a assez peu de non-natifs qui peuvent satisfaire à cette définition. Donc, en fin de compte, si vous dites le bilinguisme, c'est avoir dans deux langues des compétences de niveau natif, pratiquement natif, il n'y a presque personne, presque personne là-dedans. Et vous allez, au fond, ne pas tenir compte d'une immense masse de gens qui ont des compétences très élevées, qui fonctionnent dans deux langues, mais qui ne sont pas, forcément indistinguables. Alors pour mes étudiants, justement, un bilingue, mes étudiants qui sont en traduction, en interprétation, donc eux, forcément, ils placent la barre assez haut pour ça. Pour eux, c'est quelqu'un qui serait pratiquement indistinguable. Des indistinguables, il y en a, mais pas beaucoup. Alors c'est clair qu'en Suisse, il y en a beaucoup dans des régions comme Fribourg, Bienne, mais dès qu'on s'en écarte, c'est beaucoup moins fréquent. Et puis, sinon, les indistinguables, oui, vous en avez. Je parlais de l'Écosse, des Hébrides extérieurs. Alors oui, dans la communauté gaélophone, en général, leur anglais est totalement... Personne ne pourrait imaginer que l'anglais n'est pas leur langue maternelle, même si en fait c'est le gaélique qui est leur langue maternelle, et qui préfèrent utiliser le gaélique pour toutes sortes de fonctions. Mais c'est relativement rare. Et si on prend cette définition-là, il y a plus grand monde qui est bilingue. Alors, à l'autre extrême, vous avez des définitions à la McNamara. Alors McNamara, il est plus récent. Bloomfield, linguiste américain de la première moitié du XXe. McNamara, il enseignait à l'Université McGill à Montréal. Je crois qu'il est toujours vivant, du reste. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mais pour McNamara, on est bilingue dès qu'il y a présence de compétences dans une deuxième langue. Alors là, franchement, ça ne s'est pas placé la barre très très haut, parce que c'est tellement peu exigeant que ça dissout le bilinguisme dans l'insignifiance complète. Hein. Vous savez commander une bière ou une glace, et hop, bilingue. C'est un petit peu léger. Alors, ce qu'on fait, parce que tout le monde se rend compte que c'est difficile, on se rabat souvent sur des définitions qu'on appelle fonctionnelles. Et dans ces définitions, une personne est bilingue à partir du moment où elle peut utiliser une L2 pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit. À première vue, c'est waouh, on a une solution. Malheureusement, même si ce n'est pas déraisonnable, ça évacue un petit peu vite une bonne partie des questions importantes, précisément parce que les objectifs des personnes sont très contingents. On a des objectifs très différents. Ces objectifs, ils peuvent en plus changer au cours de la vie. Et puis, naturellement, ils sont très, très personnels. Alors, le problème pour moi, quand on dit « on prendra une définition fonctionnelle du bilinguisme », c'est que ça va empêcher toute vision générale de la notion de bilinguisme. Par exemple, de nouveau, si on veut savoir le pourcentage de bilingues qui vivent dans la ville et dans la périphérie de Fribourg, si vous dites « je prends une définition fonctionnelle du bilinguisme », c'est fini. Rien à dire, parce que tout le monde est différent en termes de ses objectifs. Par conséquent, et en plus, ces objectifs changent au cours du temps, et par conséquent, la définition fonctionnelle n'est pas une solution. Alors, jusqu'à présent, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au fond, le bilinguisme est une notion qui est insaisissable. Et c'est pour ça qu'on peut, dans une certaine mesure, et c'est presque de la sténographie, parler de bilinguisme, mais si on veut donner un contenu à ce mot, on va être obligé de passer par la notion de compétence. Alors, sur un plan général, je pense qu'il vaut mieux parler à ce moment-là de compétences dans une langue 1 et dans une langue 2. Dans la mesure où les gens identifient clairement une langue 1 comme langue maternelle, langue principale, on va dire « OK, il ou elle parle cette langue, on ne s'en inquiète pas » et on va se dire « maintenant, posons-nous la question du niveau des compétences dans une langue 2 ». Et quand on a ce niveau, en plus de la langue 1, là, on pourra dire, OK, on a un contenu à la notion de bilinguisme. Et dans un deuxième temps, si on veut, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on va pouvoir se dire, OK, le bilinguisme par rapport à tel emploi, un emploi d'enseignant, un emploi dans le tourisme, un emploi dans l'industrie, ne vont pas exiger les mêmes compétences et pour certains besoins, là, effectivement, on va pouvoir dire voici le niveau de compétence en L2 qu'il faut pour les tâches que l'on accomplit dans telle ou telle activité professionnelle ou éventuellement dans la vie privée. Mais c'est deux choses différentes. On commence par mesurer les compétences et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour avoir une idée des compétences des individus, et pas seulement d'un seul individu, c'est ça aussi une chose qui est importante dans ce domaine-là, si on veut pouvoir dérouler une analyse un petit peu générale, même si on est sur le bilinguisme individuel,
il faut pouvoir parler collectivement de ce bilinguisme individuel, et pour ça, il nous faut des données que j'appelle souvent RAD, pas pour radical, mais pour dire qu'elles doivent être assez représentatives, qu'il faut disposer d'assez d'observations pour pouvoir faire un peu de travail statistique, et il faut que ces informations soient suffisamment détaillées. Hein. Donc, représentatives, alors assez, ou en anglais je dis toujours in adequate numbers, ou bien et suffisamment détaillées. Alors, dans un échantillon RAD, il faudrait pouvoir tester. Tester, ça veut dire soumettre les gens à un test, leur faire passer des tests de langue pour savoir si oui ou non ils atteignent tel ou tel niveau. Mais en pratique, excusez-moi, il n'y a pas A-an, c'est AN seulement, pardonnez-moi, c'est pratiquement impossible en pratique d'avoir des... Alors on peut tester des gens, mais tester toute une population ou tester un échantillon suffisamment important, par exemple la population de la ville de Fribourg, avec vraiment des tests, je ne connais pas de cas où ça se soit fait. Hein. Donc, on est obligé de passer par d'autres approches et, en général, on va passer par l'auto-évaluation. Mais cette auto-évaluation, il faut qu'elle soit objectivée. Alors, il y a des cas d'auto-évaluation, de grandes enquêtes, notamment des grandes enquêtes européennes comme Eurobaromètre, mais qui sont très peu objectivées. On demande aux gens, est-ce que vous êtes capable de soutenir une conversation dans telle ou telle langue ? Et puis les personnes disent oui ou non. Puis si les personnes disent oui, on lui demande, vous pouvez le faire très facilement, assez facilement, avec un peu de difficulté. Alors là, il y a un petit peu d'objectivation. Puis avec les grands nombres, on va se dire que les auto-évaluations trop optimistes et les auto-évaluations trop pessimistes vont s'annuler les unes les autres. Mais c'est un petit peu un vœu pieux. C'est pour ça que les enquêtes Eurobaromètre, que certains d'entre nous utilisons de temps à autre, on les manie avec une certaine prudence. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde dedans, dans les différentes vagues Eurobaromètre. Donc oui, on a beaucoup de données, mais c'est des données dont on ne sait pas trop ce qu'elles nous disent. Hein. Alors, ça suffit pour des questions très générales, mais pas pour aller plus dans le détail. Alors, l'alternative pour l'auto-évaluation, l'autre terme sur lequel on peut se rabattre, c'est d'utiliser le CECR, donc le cadre européen commun de référence pour les langues, qui est très utile parce qu'il incorpore, il raisonne avec 6 niveaux et avec à la base 5 types de compétences. Écouter, lire, prendre part à une conversation, s'exprimer oralement en continu et écrire. Donc, vous avez 6 niveaux, 5 types de compétences, 6 fois 5 égale 30. Vous avez 30 ensembles de descripteurs, donc des actes langagiers. Et là, c'est aussi un truc très sympa à faire avec ses étudiants. Et là, je le fais avec certains de mes étudiants, avec un de mes cours chaque année. Je leur demande de prendre la grille d'auto-évaluation du Conseil de l'Europe, où il y a ces 30 descripteurs. Puis je leur demande de faire le compte total et de s'accorder à eux-mêmes un point pour chaque case et chaque langue où ils arrivent à accomplir les actes langagiers qui sont décrits dans une de ces cases. Et les étudiants se sous-estiment toujours. Par exemple, mes italophones, quand j'ai des étudiants italophones, ils oublient complètement le fait qu'ils peuvent déchiffrer sans trop de problèmes le romanche. Et en plus, le romanche dans plusieurs idiomes. En tout cas, au niveau A1, A2, B1, facile. Souvent, les francophones ne se rendent pas compte que pour l'italien, ils peuvent aussi faire ça. Donc, c'est une manière aussi de montrer aux étudiants que le bilinguisme n'est pas quelque chose qui est complètement un peu lointain, comme ça, inatteignable. Le bilinguisme, ce n'est pas que du productif, c'est aussi du réceptif, et on en a souvent beaucoup plus que l'on ne le croit. Alors, le cadre européen commun de référence est souvent critiqué, notamment par des sociolinguistes, soit dit en passant. Mais le problème, c'est qu'à ce jour, même si ce n'est pas parfait, je crois que personne n'a proposé mieux. Pour l'instant, je n'ai pas vu mieux en tant qu'outil qui permet de récolter des données RAD, des données RAD, sur les compétences des acteurs en langue seconde ou en langue étrangère. Alors, quelles sont les données dont nous disposons en Suisse? En gros, il y a deux grandes familles. Il y a les collectes d'informations régulières et il y a les enquêtes réalisées une fois, les enquêtes one-off, comme je disais. Et dans les premières,
on va inclure les choses qui sont fournies par l'Office fédéral de la statistique, notamment ce qu'on appelle les relevés structurels qui sont réalisés chaque année et certaines enquêtes régulières, et en particulier l'enquête ELRC, langue, religion, culture. Du reste, il me semble que c'est langue au singulier, religion au pluriel. Là, j'oublie toujours. Là, j'ai mis l'inverse, mais je crois que c'est la langue, les religions. Et cette enquête ELRC, elle est réalisée tous les 5 ans. Alors, quelques commentaires sur ces trois commentaires sur ces données récoltées régulièrement. Alors, officiellement, ces enquêtes remplacent les recensements traditionnels. Mais les recensements traditionnels, vous vous souvenez peut-être, enfin les plus âgés d'entre nous se souviennent que tous les 10 ans, on avait, donc sur les années rondes, les 0 ans, 70, 80, 90, 2000, on avait des recensements de toute la population. Ça n'existe plus, ces recensements. Ce qu'il y a à la base, c'est un relevé structurel réalisé chaque année et des enquêtes complémentaires qui permettent un suivi de certaines données, mais ce n'est plus la même chose. L'OFS continue à dire oui, le recensement fédéral. Ce n'est plus le recensement fédéral qu'on avait par le passé. Les recensements, ça a un défaut, c'est que c'est considéré comme une énorme machine qui coûte très cher. Est-ce que c'est une raison pour les abandonner? J'en suis pas totalement convaincu, mais les faits sont là. Le Canada, par contre, comme je disais tout à l'heure, continue à avoir des recensements détaillés. Alors, vous avez deux types de recensements. Vous avez le recensement pour tout le monde, puis environ 20% des Canadiens qui remplissent le questionnaire long avec beaucoup plus de détails. Sinon, deuxième commentaire à faire, c'est que dans les relevés structurels et dans l'enquête ELRC, les répondants peuvent maintenant déclarer plusieurs langues principales. Avant, il fallait en déclarer une, quitte après à déclarer des compétences dans d'autres langues. Maintenant, on peut déclarer plusieurs langues principales. Et quand on déclare plusieurs langues principales, la tentation, dans certains cas, ça se justifie complètement. Nous avons environ, je dirais, 3% de la population pour lesquels, franchement, on ne peut pas dire. Vraiment, 2 langues principales, c'est possible. Mais pour les autres, non. En général, il y a clairement une langue maternelle ou principale, même si on en sait une deuxième, extrêmement bien. Alors le problème, c'est qu'avec cette ouverture, le total des attributions, c'est maintenant, suivant les années, suivant les enquêtes, c'est entre 116 et 120% de la population. Donc, si vous faites le compte des langues principales, vous arrivez à plus que la population résidente. Alors, il y a une technique, plus qu'une technique, on va dire quelques principes qui ont été adoptés par l'OFS pour rétablir une forme de continuité avec les données récoltées jusqu'à l'année 2000, mais bon, c'est un petit peu bancal. Donc on a quand même une certaine rupture de continuité. Et en plus, ce qui se passe naturellement, c'est que, alors, dans certains cas, effectivement, je peux comprendre que les gens, même s'ils ont certainement une langue qui est meilleure que l'autre, qui disent « ouais, j'ai 2 langues maternelles ou principales », je vois ça fréquemment à Genève, Et du reste, si vous avez vu, il y a certaines données absolument fascinantes qui ont été publiées récemment sur les noms de familles les plus communs dans les communes de Suisse qui ont été publiées par l'OFS. Alors à Genève, enfin dans tout l'arc lémanique, je pense probablement aussi dans la région, une certaine partie du canton de Fribourg, vous voyez une très très forte présence de communautés d'origine lusophone qui parlent portugais et pour lesquelles portugais, français, première langue, franchement, ce n'est pas évident. Alors oui, il y en a, mais aussi parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont pu déclarer « j'ai 2 langues, portugais, français, portugais », alors que dans les faits, ils sont plus à l'aise dans l'une ou dans l'autre, notamment si on tient compte de l'écrit. Donc là, il y a un certain flou. L'autre flou vient naturellement du fait de l'anglais. Pourquoi ? Parce que l'anglais, c'est une langue de prestige. Donc il y a beaucoup de gens qui ne vont pas résister à la tentation de dire, parce que voilà, on emploie l'anglais tous les jours au boulot, etc., qui ne vont pas résister à dire « Ah non, mais langue maternelle ou principale, c'est français et anglais, ou c'est allemand et anglais, etc. » Même si, clairement, l'anglais n'est pas su, maîtrisé, entre autres phonologiquement, au niveau auquel est su et maîtrisé leur véritable langue 1. Mais néanmoins, ça, c'est un petit peu les trous dans le tamis tel qu'il existe actuellement. Enfin, en ce qui concerne l'enquête langue, religion, culture, elle va très loin dans le détail, enfin, passablement loin, dans le détail des pratiques linguistiques, en regardant, demandant aux gens quelle langue vous employez dans 9 contextes différents, mais elle ne recense pas les compétences. Et là, très souvent, il y a eu un des articles qui sont ressortis récemment, il y en a un hier dans la Luzerner Zeitung, dont j'avais vu la première version, mais ça n'a pas été repris convenablement à la radio suisse romande, qui en a fait état
hier, je crois, dans les nouvelles, en lien avec la question des échanges d'étudiants, enfin la mobilité étudiante entre régions linguistiques, où ils ont confondu pratique et compétence. Mais c'est vraiment pas la même chose. On ne mesure pas la même chose, et les explications théoriques de ce que veulent dire les compétences et de ce que veulent dire les pratiques, notamment en termes de valeur économique, c'est pas la même chose. Mais bon, là nous avons des données ELRC qui sont sur les pratiques, mais nous n'avons pas de données sur les compétences qui viennent en tout cas des enquêtes régulières. Alors, par contre, ce qui existe, c'est des enquêtes réalisées sur des plus petits échantillons. Et là, je ne parle que des enquêtes RAD, représentatives d'une population. Alors, j'en mentionnerai deux. L'enquête clé, compétences linguistiques en Suisse, là, c'est un échantillon représentatif de 2400 personnes, mais c'est assez vieux, ça fait plus d'un quart de siècle. Et c'est des adultes dans 3 régions linguistiques de Suisse. Et puis sinon, celle dont nous allons parler davantage dans le temps qui nous reste, c'est l'enquête Suisse Société Multiculturelle. Et ça, c'est les deux. En fait, c'est les enquêtes auprès des recrues. Vous savez que régulièrement, les personnes qui sont... donc il y a une enquête qui est faite sur des thèmes qui évoluent, mais en général, c'est par bloc. C'était en tout cas à l'époque par bloc de 2 ans. Et tous les jeunes hommes appelés au recrutement, et éventuellement donc à être ensuite incorporés pour le service militaire, doivent passer toute une série de tests. Et puis il y en a un qui, ce qu'on appelle les enquêtes CHX, c'est juste un nom pour désigner les enquêtes fédérales auprès de la jeunesse. Et ben voilà, l'enquête 2008-2009 porte auprès, c'était près de 49 000 jeunes hommes, puis après nettoyage de l'échantillon, il en reste 41 240, plus un échantillon de comparaison de jeunes femmes dans la même tranche d'âge, environ 19 ans, donc 1500. Et là c'est pas que ce soit un échantillon représentatif, ça couvre l'essentiel de la population d'une cohorte, d'une tranche d'âge. Donc ça résout d'une autre manière le problème de la représentativité. Il s'agit de 2 enquêtes trilingues qui récoltent des informations sur les compétences dans plusieurs langues. Et ces compétences sont pas testées, mais c'est une autodéclaration qui est objectivée par les descripteurs. Ce n'est pas les mêmes parce que dans l'enquête clé, il y a 4 niveaux. Dans l'enquête SSM, il y a 7 niveaux. Rien du tout, plus A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et je vais présenter pour la suite, c'est la fin de ma présentation, des résultats qui concernent 41 240 jeunes hommes de l'enquête SSM. Enfin, un petit peu moins parce qu'il y en a qui nous ont déclaré un petit peu moins de langues que celles dont nous allons parler maintenant. Alors voilà d'abord les niveaux de compétences. Donc ici, on a pris les informations donc, dans 3 régions, Suisse alémanique, Suisse romande, Suisse italienne, pour différentes langues autres que la langue de la personne interrogée. Et vous avez d'abord, en regard des lignes, donc des niveaux, le niveau 0, c'est rien du tout. A1, vous connaissez, c'est le niveau vraiment de base élémentaire. Et puis à l'autre extrémité, C2, c'est des compétences très élevées. Et on a posé des questions, on va le voir un peu plus dans le tableau suivant, on a posé des questions sur 4 compétences. On n'a juste pas pris le fait de parler oralement. On a lire, on a écrire, on a comprendre oralement et on a interagir, converser. Et comme voilà, ça fait une grosse masse de données, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a converti ces points en ICC, indice composé des compétences, c'est la moyenne arithmétique simple des niveaux déclarés par les personnes. Et puis après, on peut reprojeter cela sur en termes, le réinterpréter en termes des catégories qui nous sont plus familières, les catégories du CSCR. Donc vous voyez que en Suisse alémanique, en Suisse romande et en Suisse italienne, si vous lisez la dernière ligne, les 2 dernières lignes, vous avez un indice en termes d'ICC qui est donc projeté, cette échelle à 7 niveaux, on le projette sur une échelle qui va de 0 à 100. Et ensuite, on peut retraduire ça en termes du niveau moyen, du coup, retranscrire ces niveaux moyens, les réinterpréter en termes des catégories du Conseil de l'Europe. Et vous voyez que nous avons en Suisse alémanique du B2 en anglais, puis du A2 en moyenne en français et en italien. En Suisse romande, c'est plus modeste, il n'y a jamais de B2, il n'y a que du B1. Et en Suisse italienne, tout en B1. Ça ne descend jamais à A. Alors ça, c'est la répartition du niveau de compétences. On pourrait, si on avait plus de temps, creuser plus en détail et voir cette distribution, mais je vous propose
de parler peut-être des types de compétences. Et là, on a la comparaison pour différentes langues cibles, donc en Suisse alémanique, français, italien, anglais, en Suisse romande, allemand, italien, anglais. On a les niveaux différents pour les compétences écouter et comprendre, prendre part à une conversation, lire ou écrire. Et sinon, vous avez la moyenne des 4 compétences qui est dans la dernière colonne. Alors, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est plutôt bon si on regarde la dernière colonne? Bien évidemment, c'est des compétences en anglais. Les compétences en anglais, du fait de la popularité de l'anglais, de l'omniprésence de l'anglais, de dispositions, d'après ce que me disent les enseignants, généralement beaucoup plus favorables, d'une grande proportion des apprenants envers l'anglais par comparaison avec d'autres langues, avec des langues nationales. C'est pour ça que sur l'échelle de 0 à 100, on a pour l'anglais en Suisse alémanique un niveau moyen de 54,7 sur une échelle de 0 à 100. Et vous avez des niveaux qui sont, voilà, c'est un petit peu moins bon, mais comparable pour l'anglais en Suisse romande. Ce qui est intéressant quand on compare la Suisse alémanique et la Suisse romande, c'est que le niveau moyen d'allemand en Suisse romande à 34,7 est un peu plus élevé que le niveau moyen de français en Suisse alémanique à 32. Et puis naturellement, vous avez les stars, comme toujours, ce sont les italophones. On n'avait pas assez de monde, et ça aurait été un autre type de design pour faire les romanches. Et là, ça aurait été, vous imaginez, chez les romanches, on aurait des chiffres stratosphériques. On ne les a pas, mais vous voyez que chez les italophones, la moyenne des compétences sur les langues nationales et sur l'anglais, au total, ça fait un portfolio de langues beaucoup plus étoffé. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire, voilà un portrait des compétences linguistiques des jeunes. Ici, c'est des jeunes hommes suisses. J'ai tout un chapitre dans le bouquin qui est là, où on a reproduit séparément les analyses pour les 1500 femmes de l'échantillon de contrôle. C'est extrêmement similaire. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais on a préféré travailler séparément sur cette partie de l'échantillon pour pas qu'elle soit noyée dans la masse. Et ça nous donne, pour les femmes, des choses qui sont très, très similaires aux hommes. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comparons simplement ça aux objectifs, les objectifs d'apprentissage qu'on a, par exemple, pour la maturité fédérale, ou bien qui sont professés comme niveau qu'il faut atteindre pour les différents certificats fédéraux de capacité régulés sur le plan fédéral. Et ça, c'est ce que nous avons dans ce tableau, qui est directement tiré de ce même livre. Et là, vous avez pour la Suisse alémanique en blanc, Suisse romande en bleu, Suisse italienne en gris, vous avez la comparaison dans quelle mesure est-ce que ceux qui ont terminé que l'école obligatoire, ceux qui ont terminé un apprentissage, ceux qui ont fait une matu, atteignent les objectifs respectivement dans une autre langue nationale et en anglais. Là, une autre langue nationale. Donc en principe, ce qui en général veut dire allemand, suisse romande, français en Suisse alémanique, est naturel et plutôt, vu l'époque, plutôt italien en Suisse italienne, excusez-moi, français en Suisse italienne. Et là, vous voyez que nous avons des choses en termes de proportion d'atteinte des objectifs. On a des choses qui sont satisfaisantes. Si vous regardez, par exemple, pour Eng Oblig, donc à la fin de l'école, ceux qui n'ont fait que l'école obligatoire, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont atteint le niveau d'anglais visé à ce niveau de leur formation? Vous voyez des chiffres qui sont entre 88,6 et 92,6, enfin entre 84,9 et 92,6, c'est tout à fait satisfaisant. À part que ce n'est pas des niveaux très élevés à la fin de l'école obligatoire. Si vous prenez, par exemple, par contre, au niveau de la matu, alors là, les chiffres pour l'anglais sont satisfaisants, mais si vous prenez matu langue nationale 2, donc la troisième ligne du tableau, là, je n'hésite pas à dire que c'est décevant pour ne pas dire catastrophique, notamment quand vous regardez le 28,2 en Suisse romande pour l'atteinte des objectifs en allemand. En gros, ça veut dire qu'il n'y a même pas un tiers des romans au moment de la maturité qui atteignent le niveau fixé théoriquement par les, en termes d'objectifs d'apprentissage dans l'ordonnance fédérale de maturité. Donc là, ça doit nous faire réfléchir et se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire mieux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux? Alors, je passe un petit peu vite là-dessus. De nouveau, enfin, tous les détails sont dans le livre de 2015, un livre dont la référence apparaît plus tard. Et la question qu'on peut se poser,
quel peut être l'impact de choses comme l'enseignement bilingue, EB, ou les séjours linguistiques. Parce que si on reprend les chiffres qu'on vient de regarder et qu'on les prend en tenant compte, en le croisant avec le fait que quelqu'un est suivi ou n'est pas suivi d'enseignement bilingue, va bénéficier d'un enseignement bilingue, ou bien est pratiqué ou n'est pas pratiqué de séjours linguistiques dans la région de langue cible, région ou pays, hein, ça on n'a pas forcément le détail. Alors ce qu'on voit, c'est que ça fait une énorme différence. Et ça fait une bonne différence pour les séjours linguistiques et ça fait une très grosse différence pour l'enseignement bilingue. Autrement dit, l'enseignement bilingue, c'est une des choses les plus prometteuses et efficaces que nous ayons sous la main. Et le tableau que je vais vous montrer, à ma connaissance, il est inédit parce qu'on n'avait pas du tout sorti ça dans notre ouvrage de 2015. Il y a des masses de données qui attendent depuis des années qu'on s'en serve, puis on n'a jamais le temps. Mais donc ça, c'est quelque chose... non, c'est pas encore ça, c'est dans le tableau suivant. Donc je vais vous montrer dans le tableau suivant des chiffres qui, à mon avis, sont encore totalement inédits. Donc ce qu'on fait, on va prendre des niveaux de compétences. Alors ça peut être la L2, ça peut être la L3, suivant l'ordre dans lequel les langues ont été déclarées par les personnes. Et en fait, on va le faire pour 16 groupes. Il y a 2 groupes de langue 1, allemand et français, là je n'ai pas pris les italophones, hein, qui ont chacun étudié 2 langues étrangères, une autre langue nationale, c'est pas forcément laquelle c'est, en général, hein, c'est respectivement français, allemand, allemand-français, et qui ont étudié l'anglais, et puis dans chaque groupe, il y en a qui ont eu ou pas eu recours, qui ont bénéficié ou pas bénéficié de l'enseignement bilingue, et puis qui ont eu ou n'ont pas eu recours à la pratique des séjours linguistiques. Et puis on part, à la base, souvenez-vous, on part de ça. On part des autres... Oups, comment j'ai fait ça? Ah oui, pardon. Il est sensible cet écran, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était tactile. Alors, on va partir des autodéclarations avec les descripteurs. Hein. Donc derrière, il y a ces descripteurs qui sont résumés, parce que ça aurait été beaucoup trop long. Hein. Ils sont résumés, condensés par rapport à ceux qu'il y a dans la grille officielle du Conseil de l'Europe. Et puis, voilà, quand quelqu'un, on avait au départ attribué les points, voilà, quelqu'un qui est de niveau A1 en lecture, il a 2 points, et puis, mais qui aurait A2 en expression, il aurait 3 points. On additionne tout ça par personne, et puis après, on en fait une moyenne arithmétique 5 pour avoir l'indice composé de compétences dont je vous parlais, l'ICC. Et puis, cet ICC, on le calcule simplement. La formule est là. Si vous voulez plus de détails sur comment on fait la transformation, elle est là. Ça semble bizarre, mais il y a de très bonnes raisons. Et c'est expliqué sur plusieurs pages de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette transformation, mais en gros, on part des données toutes simples, tirées de l'auto-attribution des gens avec des descripteurs pour arriver à cette ICC. Et là, on va maintenant comparer, il y a 2 tableaux de suite, on va comparer la valeur initiale sur l'échelle 1,7, la valeur projetée sur l'échelle 0 à 100, donc l'ICC, et puis après, retraduire ça en termes de niveau du cadre européen comme de référence, donc de A1 à C2. Alors, si la langue 1 est le français, et que la langue 2, la langue qu'on apprend, est l'allemand, vous voyez que, prenons simplement l'ICC, deuxième colonne de chiffres, avec enseignement bilingue, valeur moyenne 59,9 sur l'échelle de 0 à 100, sans enseignement bilingue 32,03. Respectivement, ça correspond, si on les remet dans les catégories, à du B2 ou à du A2, ce qui veut dire qu'on gagne 2 niveaux grâce à l'enseignement bilingue pour les francophones qui apprennent l'allemand. Les séjours linguistiques, ça fait passer de 30 à 49,9. Donc là, ça fait gagner qu'un niveau. C'est bien, hein, c'est beaucoup mieux. Mais visiblement, l'enseignement bilingue est plus efficace pour les francophones qui apprennent l'allemand. Même chose dans le sens inverse. Sur la plupart de ces études, il y a une sacrée symétrie entre Suisse romande et Suisse alémanique. Depuis ma toute première enquête dans le domaine dans les années 90, je retombe régulièrement là-dessus. Une grosse symétrie entre les 2 principales régions linguistiques en termes de compétences, en termes de pratique, etc. Ce n'est pas si différent que ça. Et là, on voit aussi quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que pour les germanophones qui apprennent le français, l'enseignement bilingue, ça fait gagner 2 niveaux du concept en termes du CACR. Et pour les séjours linguistiques, ça ne fait gagner qu'un niveau. Okay. Maintenant, regardons ce qui se passe pour l'anglais. Et pour l'anglais, même chose. Les niveaux, en moyenne, c'est plus élevé. Hein.
De manière générale, c'est plus élevé, mais on a toujours ce même effet, beaucoup plus marqué, de l'enseignement bilingue. La différence grâce à l'enseignement bilingue, ça nous fait gagner 24 points pour les francophones, 24-18, 18-63 pour les germanophones. Donc ça nous fait gagner 2 crans en moyenne en termes de réussite, en termes de niveau plus exactement, enfin, achievement pourrait-on dire, pour les apprenants. Donc visiblement, l'enseignement bilingue, c'est un des trucs de ce qu'on a sous la main et de ce qu'on peut généraliser. C'est sans doute quelque chose qui est efficace, prometteur, etc. Alors, il y a des limitations, bien entendu. Dans les 2 tableaux que je viens de vous montrer, on est en bivarié. Bon, oui, on a fragmenté l'échantillon, mais essentiellement, c'est juste du bivarié, c'est de la corrélation. Il faudrait passer à l'analyse multivariée. L'analyse multivariée, en gros, ça veut dire qu'il faut rajouter plein de variables de contrôle. Ce qu'on a fait dans d'autres études, pour d'autres exploitations, mais que je n'ai pas fait pour présenter simplement ces 2 tableaux. Donc il faudrait introduire beaucoup plus de variables de contrôle en mettant en variables dépendantes les niveaux de compétences, etc., atteints dans telle ou telle langue, mais en allant beaucoup plus dans le détail sur les conditions dans lesquelles ça se fait, notamment qu'est-ce que ça veut dire véritablement enseignement bilingue. Alors là, dans certains cas, on a quelques éléments d'information exploitables dans la base de données, dans d'autres, sinon on ne les aurait pas forcément. Sur les séjours linguistiques, il y a certaines choses qu'on peut exploiter qui n'ont jamais été touchées jusqu'à présent du reste, notamment sur le degré de satisfaction rétrospective des personnes par rapport aux séjours linguistiques qu'elles ont pu effectuer. Donc ceci, c'est quelque chose qui mérite encore d'être creusé, passer du bivarié au multivarié. En gros, essentiellement les régressions par moindre carré ordinaire. Commençons par ça. Deuxième chose, c'est le rôle des termes d'interaction. Là, dans l'analyse multivariée, il ne faudrait pas simplement introduire plein de variables de contrôle, il faudrait mettre des termes d'interaction. Puis un terme d'interaction, ça veut dire la coprésence de 2 choses, notamment, possiblement, la coprésence de l'enseignement bilingue et la pratique des séjours linguistiques. Il faudrait tenir compte de ces 2 choses pour tâcher de tirer le maximum d'une analyse non plus mais multivariée. Et puis, toujours un problème dans cette analyse multivariée, c'est le traitement de l'endogénéité. Alors ça, c'est un problème classique en sciences sociales et humaines, en économétrie, mais aussi en psychométrie. C'est qu'il y a des variables non observées qui certainement interviennent, et celles-ci sont sans doute liées à des biais d'autosélection. C'est-à-dire que des personnes qui disent « je veux un enseignement bilingue » ou « je vais faire un séjour linguistique », c'est peut-être pas n'importe qui. Ce n'est pas des variables qu'on peut considérer comme complètement indépendantes. C'est peut-être des variables qui sont dépendantes d'autres choses, notamment de la capacité de ces personnes à transformer l'expérience de l'enseignement bilingue ou à transformer l'expérience du séjour linguistique en quelque chose qui va avoir un impact positif sur leurs compétences. Traitement de l'endogénéité, c'est un des grands morceaux de bravoure de l'économétrie contemporaine. Il y a différentes techniques pour gérer ça, mais bon, ça va au-delà de ce dont on peut parler maintenant. Donc, il y a des limitations. L'enseignement bilingue, tout indique que c'est certainement quelque chose de très positif, mais à part ça, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça? Et c'est là on arrive à la question des avantages dont je vous parlerai volontiers plus longtemps. En gros, il y a des avantages marchands à la maîtrise, en tout cas à un certain niveau, de plusieurs langues. Alors, on a traité cela déjà il y a longtemps justement dans des études qui datent des années 90, dont un livre qui a été publié à Fribourg, du reste aux éditions universitaires Fribourg, qui contient des estimations de la rentabilité des compétences. Et là, maintenant, avec les données dont nous disposons, sur lesquelles on est en train de travailler actuellement, dont certaines qui ont filtré, qui se sont retrouvées dans la Luzerner Zeitung, justement, avant-hier, nous avons des liens, des corrélations conditionnelles en analyse multivariée qui sont très robustes entre le multilinguisme des pratiques linguistiques et le revenu du travail. Donc le revenu du travail est corrélé positivement avec plein de variables de contrôle aux compétences linguistiques et aux pratiques linguistiques. C'est vrai pour l'anglais,
c'est vrai pour les langues nationales aussi. Et c'est ça un point sur lequel j'aimerais insister. Nous avons des avantages marchands. Alors là, je pourrais juste vous citer 2-3 chiffres, puisque là, comme ils ont filtré dans le public, c'est un peu différent pour les hommes et pour les femmes. On n'a pas exactement les mêmes taux, mais avec un paquet de variables de contrôle et des choses qui sont donc statistiquement très robustes. La langue locale, parler la langue locale au travail plus une autre langue nationale, sans parler l'anglais, ça fait une différence en analyse multivariée d'un peu plus de 8% pour les hommes et 13% pour les femmes. Si on fait langue locale plus l'anglais, c'est 20 et 14 respectivement. Si c'est langue locale plus autre langue nationale plus anglais, c'est 21 pour les hommes et 20 pour les femmes. Donc la langue nationale en plus de l'anglais semble être quelque chose qui est particulièrement profitable pour les femmes. Donc alors là, ça suppose, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé parce que c'est sans doute lié à la structure occupationnelle un peu différente qu'on a entre hommes et femmes. Puis à côté de ça, il y a les avantages non marchands, naturellement. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus parce que tout le monde en parle. Oui, c'est bien pour les contacts, c'est bien pour la culture, on est tout à fait d'accord. Et c'est des avantages qui interviennent également au moment où, donc je suis totalement pour, mais ça, beaucoup de gens le disent déjà, et en plus, on ne sait pas très bien comment le quantifier. Ça, c'est des avantages au niveau individuel. On peut en lire aussi des avantages au niveau sociétal. C'est des avantages qui ne sont lisibles, qui ne sont perceptibles que quand on sort de la notion du bilinguisme individuel et qu'on passe à la notion de bilinguisme social. Qu'en début de présentation, je vous ai dit que j'écartais, je laissais de côté, mais au niveau sociétal, je pense qu'un des avantages, c'est naturellement le relatif succès en comparaison internationale du modèle suisse. J'ai eu l'occasion, au fil des années, de travailler pas mal en politique linguistique, dans différents contextes, dans différents pays, et je maintiens qu'en comparaison internationale, la manière qu'a la Suisse de gérer son plurilinguisme ou sa diversité linguistique, c'est un succès. Alors, c'est pas, on pourrait faire mieux, bien entendu, mais au niveau sociétal, au niveau du fonctionnement d'une société plurielle, c'est pas trop mal. Mais ce succès n'est pas garanti une fois pour toutes. C'est quelque chose qui demande un travail constant. Et c'est un travail pour lequel le terme est galvaudé et souvent mal vu, mais les élites politiques, les élites culturelles, les élites économiques aussi doivent s'engager. C'est une responsabilité, c'est une véritable responsabilité dont dépend, à mon avis, le relatif succès, ou même, disons, le succès en comparaison internationale du modèle suisse. Donc je crois que c'est quelque chose qui en vaut largement la peine. Et là-dessus, je vais mettre fin à ceci und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und also ich bin gerne vorhanden, wenn Sie noch Fragen haben. Danke. Vielen Dank, Herr Karin. Wir werden jetzt anfangen mit den Fragen und Diskussion. Und ja, haben Sie Fragen? Oder Kommentare. Ich gehe hier. Du hast schon vom... Oui, Marc-Adrien, tu peux donner. Ich gehe auf diese Seite, falls es Fragen gibt. Sonst habe ich eine Frage. Gerne. Sebastian, kannst du bitte? Merci, Jean. Eine erste Frage. Also vielen Dank für die Präsentation. Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Herzlichen Dank. Bezüglich dem Enseignement bilingue. Sie haben den Begriff relativ häufig gebraucht, ja, ihn aber nicht definiert. Ja. Und auch hier kann man sich eine Varietät von Definitionen vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass eine Unterrichtseinheit in beiden Sprachen gegeben wird. Ja. Es kann aber auch sein, dass innerhalb des Curriculums beide Sprachen vorhanden, ja, sind. Welches ist Ihre Definition, die Sie angewandt haben in Ihren Forschungsarbeiten? Ja, also das Problem ist natürlich, dass wenn man eine relativ große Untersuchung durchführt, kann man nicht unbedingt tief ins Detail gehen. Und in diesem Fall, was das Enseignement bilingue betrifft, das habe ich irgendwo in meinen Sachen hier, haben wir nur gefragt, haben Sie für, also ich weiß nicht genau, wie das alles formuliert war, aber haben Sie während wenigstens eine Dauer von wenigstens 6 Monaten einen Unterricht in einer anderen Sprache gefolgt? Das war nicht unbedingt une filière bilingue, sondern dass man
durch seine oder ihre Schulzeit eine gewisse Zeit in einer anderen Sprache als die Langue d'interrogation, Langue de questionnaire, gefolgt hatte. Das haben wir, mehr haben wir leider nicht. Aber das wäre natürlich völlig relevant, das so tiefer zu untersuchen. Ja. Herzlichen Dank für Ihr Referat. In unserer Arbeitsgruppe hier an der Fachhochschule in Fribourg diskutieren wir oft auch zu Fragen wie Einsteigsniveau. Mhm. Ab welchem Niveau in der Sprache L2 ist es möglich, raisonnablement möglich, eben einen Beruf durch ein Studium zu erlernen, nicht? Denn es geht ja eigentlich nicht darum, dass man gleichzeitig eine Sprache lernen muss während der Zeit, wo man ein Fach studieren wird. Okay, alors, das werde ich auf Französisch beantworten. Il y a effectivement tout un débat sur savoir ça veut dire quoi l'enseignement bilingue, et il y a différentes formules de bilinguisme. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont en faveur d'un bilinguisme très précoce, d'autres personnes qui disent non, non, on peut se contenter d'apprendre une langue comme als Fach, bis man also am Alter von, sagen wir, 14 oder 15 ein zweisprachiges Unterricht beitritt. Donc, je pense que les différents modèles sont possibles, mais là, on rentre beaucoup plus dans des questions qui relèvent de la didactique des langues, et en tant qu'économiste, je n'ose pas trop me prononcer là-dessus. Ce que je voudrais dire toutefois, c'est que, et c'est une des conclusions et des recommandations de ce livre, c'est que généraliser des formes d'enseignement bilingue à un niveau très jeune, die haben die Lehrkräfte einfach nicht. Donc, je pense, nous recommandons plutôt sur la base, mais avec vraiment toute la réserve qu'il faut, sur la base de ce type de chiffres, ce qu'on dit plutôt, c'est, écoutez, il faut vraiment favoriser l'enseignement bilingue, mais cet enseignement bilingue, nous n'avons pas les moyens en Suisse. Peut-être, effectivement, dans la région de Fribourg, dans la région biennoise, c'est différent. Mais de manière générale, en Suisse, on n'a tout simplement pas les moyens, en termes de Lehrkräfte, de proposer ça à tout le monde depuis l'école primaire. Donc, ce que nous proposons, c'est beaucoup plus de dire, de favoriser, de généraliser l'enseignement bilingue, les offres d'enseignement bilingue, avec au moins 30% pour les dernières années qui précèdent la maturité, enfin bon, les trucs classiques. Hein. Généraliser cela vers à autant de filières que possible, y compris les filières d'apprentissage, naturellement, et de préparer cela en renforçant l'enseignement d'une langue 2, langue 3, etc., dans les années antérieures. Et dans la mesure où le système des filières bilingues pour la MATU fonctionne, et dans certains cas aussi pour certaines petites sélections d'apprentissage, c'est à mon avis la direction générale à suivre en termes de Einstiegsniveau. Ce qu'on arrive à faire dans certains cas, je pense qu'on peut le généraliser, mais ça suppose un investissement un peu plus fort en termes de longue cible comme matière dans les années antérieures, au primaire et au secondaire 1. Ce que ça veut dire aussi, et ça c'est peut-être très important, c'est qu'il y a toujours un problème de popularité des enseignements en langue nationale, on le sait tous. Et là, je pense que si on promeut beaucoup plus activement les filières bilingues, et pas seulement les filières avec anglais, parce que ces filières avec anglais, elles sont complètement sursouscrites. Il y a beaucoup trop de monde qui veut le suivre, et c'est pour ça qu'on propose à Genève, par exemple, ce qu'on fait de temps en temps, ah, vous voulez anglais-français, désolé, il n'y a plus, il y a trop de monde, mais vous voulez français-allemand? Et en général, les gens disent oui. Alors en général, je ne suis pas sûr des chiffres, là, honnêtement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu fréquemment, c'est la réaction soit des apprenants, soit de leurs parents. Bon, on ne peut pas faire le bilinguisme avec l'anglais, mais on le fera avec l'allemand, c'est déjà bien. Hein. Et pour préparer ceci, je pense qu'il faut étendre l'offre, notamment dans cette direction, avec aussi un message qui valorise l'enseignement de la langue nationale plus tôt, en disant
bah, tu sais, il n'y a pas de filière bilingue maintenant à l'école primaire ou au secondaire 1. Il va y avoir au secondaire 2, et là j'insiste, il ne faut pas que ce soit que pour le gymnasial, aussi pour les apprentissages, et puis dire aux jeunes à ce moment-là, bah, tu sais, il y a beaucoup de tes copains, dans quelques années, ils vont s'orienter vers une filière bilingue, l'offre est là, tu ne voudrais pas rester en arrière quand même. Donc, investis un petit peu plus dans... fais un peu plus d'efforts pour tes cours d'allemand, beziehungsweise die Französischkurse. Donc je pense qu'il faut avoir un ethos très très favorable au multilinguisme, mais qui doit être, je pense, beaucoup plus ciblé que ce qu'on fait maintenant. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'on nous parle en termes très généraux des beautés du multilinguisme, et puis comme c'est merveilleux les échanges linguistiques. Bon, bien sûr, on est tous d'accord, mais en attendant, quand les gens ont vraiment envie de quelque chose, quand les élèves ont vraiment envie de quelque chose, il n'y a pas besoin de le leur dire et de leur répéter, das braucht man nicht so einzuhämmern, parce qu'ils le veulent eux-mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils le veuillent eux-mêmes? C'est en leur disant tes copains vont le faire. Fais comme eux. J'ai une question, si personne n'a. Dans votre bouquin, le chapitre sur le pluralisme en Suisse, vous mentionnez les questions déjà des asymétries qui existent par rapport, si on prend Zurich, n'est-ce pas? Si nous parlons à nos étudiants, parce que nous cherchons, notre école cherche justement que cette asymétrie n'existe pas autant ou que ça soit assoupli, quels seraient donc vos conseils aux étudiants? Attendez, je n'ai pas compris l'asymétrie entre quoi? Entre les langues, n'est-ce pas? Si nous prenons par exemple au niveau des opportunités, au niveau du marché, vous mentionnez aussi ça dans votre livre, qu'elles sont plutôt en Suisse alémanique, n'est-ce pas, par exemple? Quels seraient donc les conseils à ceux, parce que nous avons fait une enquête sur le bilinguisme et un tiers de nos étudiants pensent encore, un tiers, la définition de Bloomfield. Donc c'est encore... Et là, quels seraient vos conseils? Alors, oui, de nouveau, là... je pense qu'on peut leur donner la définition de Bloomfield, puis leur dire, écoutez, je comprends que tu veuilles placer la barre très très haut. Par contre, si c'est impossiblement haut, c'est décourageant. Donc, ne déconsidère pas et ne considère pas, par exemple, comme insuffisantes des compétences qui seraient en deçà de cette limite-là. Et au lieu de dire native-like command of 2 languages, pense en termes justement des tâches que tu peux accomplir, pas forcément productives, mais aussi réceptives, pas seulement qu'à l'oral, mais aussi à l'écrit. Il y a une espèce d'hypostasie de l'interaction orale dans la sociolinguistique contemporaine qui, à mon avis, nous emmène un petit peu dans le mur. Il faut aussi travailler sur les compétences réceptives à l'écrit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communication écrite, simplement à travers les courriels, pour ne pas dire les emails. Et donc leur dire, maintenant, il y a beaucoup de choses qui te sont accessibles, les faire travailler avec le CSCR pour leur montrer qu'ils ont d'ores et déjà, comme je donnais l'exemple du romanche tout à l'heure, un éventail de compétences plus important pour qu'ils puissent sich das Bilingualismus aneignen. Je ne crois pas du tout à la ownership d'une langue, etc. C'est une mauvaise métaphore. Par contre, c'est pas une langue, c'est un rapport à la langue qu'on peut s'approprier. Et je pense qu'on peut favoriser, on peut dédramatiser le rapport à la langue en disant « Regarde tout ce que tu es prêt de faire, tout ce que tu peux presque faire, tout ce que tu pourrais faire avec un tout petit peu d'effort supplémentaire. » Et puis à part ça, il faut aussi insister sur autre chose. C'est non seulement sur la rentabilité des compétences et des pratiques dans des langues, y compris les langues nationales. Et puis aussi, là, il y a une autre enquête dont je n'ai pas eu le temps de parler, une enquête qu'on avait faite auprès des entreprises en 2006, 7, 8. Là, c'était un échantillon d'environ 200 entreprises du secteur manufacturier, pas les services, exprès pas les services, mais le secteur manufacturier, donc l'industrie. L'industrie en Suisse romande et en Suisse alémanique, avec une couverture assez bonne des différents secteurs économiques. Et on avait demandé aux entreprises quelles sont les compétences linguistiques dont vous avez besoin dans vos employés, qu'est-ce qui vous manque. Et ce qu'on a vu, c'était que les entreprises manquaient beaucoup plus de compétences dans les langues nationales, d'employés qui ont des compétences dans les langues nationales que d'employés qui ont des compétences en anglais. Les compétences en anglais, oui, bien sûr, c'est nécessaire, c'est très bien, mais ce qui manque le plus, et ce qui souvent permet, parce qu'il n'y a pas que le revenu, il y a aussi l'accès à l'emploi.